Au moins 4 morts ce matin dans les rues du Cap, des assassinats sur fond de violence entre gangs de taxi. On a une fusillade signalée. Les gars, vous me recevez? On y va. Mettez vos gilets pare-balles. Ça tire. Idiot! Au Cap, c'est très dangereux d'être officier de police. On sait jamais à quoi s'attendre. Certaines des fusillades sont toujours en cours. À son arrivée sur la scène de crime, le commissaire Domingo ne peut que compter les victimes. Ils sont combien? 3 au total? Oui, 3, dont un mort. Il est où? Juste derrière, dans l'allée. Un blessé par balle sur le trottoir, un autre pris en charge par les secours, et un mort, tué à bout portant. C'est le bilan provisoire de la nouvelle affaire à élucider pour le commissaire de l'unité anti-gang. Voilà la victime. Éloignez-vous, s'il vous plaît. La fusillade a eu lieu il y a quelques minutes. Les policiers sont à la recherche du moindre indice. On sécurise la scène de crime pour récupérer les douilles et les balles qui pourraient traîner. Le meurtrier n'est pas bien loin. Il s'est enfui à pied, juste après avoir tiré sur ses victimes. Tiens, il y en a une ici. À ce stade, nous ne savons pas encore pourquoi ces gens ont été visés. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un règlement de compte entre gangs de taxi. Un règlement de compte entre gangs de taxi. Le début d'une escalade qui se soldera par 23 homicides par balle en 2 semaines. Énième symptôme d'une ville noyée dans l'ultra-violence. Le Cap, près de 6 millions d'habitants, la 2e plus grande métropole d'Afrique du Sud, après Johannesburg. C'est d'abord une destination touristique de renommée mondiale. Les plus grandes fortunes du pays y ont toutes leurs villas tournées vers l'océan. Mais l'envers de ce décor de rêve, c'est surtout des bidonvilles, à perte de vue. Ce sont les townships, Hanover Park, Manenberg, Khayelitsha, des ghettos mis en place sous le régime de l'apartheid et réservés aux populations noires et métisses. Aujourd'hui, ce sont des zones de non-droit. Et ici, la mort frappe à chaque coin de rue, même en plein milieu de la journée. Assassinats, vols avec violence, agressions, trafic en tout genre. La police est bien souvent dépassée. Ce quartier juste là, c'est la capitale, l'épicentre des meurtres en Afrique du Sud. Elle est prise pour cible par des criminels qui n'ont rien à perdre. Je suis fier d'être un gangster. Alors les habitants se barricadent chez eux. Certains prennent même les armes pour protéger leur famille. J'ai toujours ce flingue sur moi. D'autres citoyens risquent leur vie dans les pires quartiers pour tenter de restaurer l'ordre. Ici, c'est le paradis des gangsters. Avec 3000 meurtres par an, le Cap a un taux d'homicide parmi les plus élevés du monde. Plongé dans l'une des villes les plus dangereuses de la planète. Depuis des années, face à la criminalité galopante, le centre-ville du Cap a pris des airs de camps retranchés. Pour se protéger, les habitants construisent des murs de plus en plus hauts. Barbelés, fils à haute tension et autres caméras de surveillance font désormais partie du paysage. Allez, en route pour l'école. Zahir et sa femme élèvent leurs enfants dans une banlieue réputée tranquille. Allez, on se prépare. Il fait frisquet dehors. Technicien de laboratoire, il est représentatif de cette classe moyenne qui se barricade chaque jour, un peu plus. Ça, c'est l'un de nos systèmes de sécurité. Une caméra tournée vers l'extérieur. Malheureusement, avec le niveau de criminalité, nous sommes forcés de prendre ce genre de précautions. Allez, on y va.
Zahir et sa femme ont fait installer des pics en métal au-dessus de leur portail. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Ils se sont fait cambrioler à 2 reprises l'an dernier. C'est effrayant, surtout la nuit. Dès qu'on commence à entendre un bruit, on se met à regarder partout, en espérant que personne n'essaie de rentrer à l'intérieur de la maison. On ne laisse jamais rien dehors qui pourrait attirer l'attention. Une fois dans sa voiture, Zahir ne relâche pas sa vigilance. Bien au contraire. À chaque fois que je pars de la maison, et où que j'aille, je m'assure que le portail est bien fermé, afin que personne ne se faufile à l'intérieur. Zahir n'est pas paranoïaque. Il est à l'image de tous les Sud-Africains qui ont intégré ces réflexes au quotidien. Quand je m'arrête à un stop, je vérifie toujours les alentours. Quand je dois m'arrêter au feu, je laisse toujours un petit espace entre moi et la voiture de devant. S'il arrive quelque chose, que quelqu'un veut me voler la voiture, j'ai la place pour manœuvrer et me sortir de cette situation. Ça, c'est là où est l'école de ma fille. Son niveau d'alerte s'est encore accru depuis qu'il est père de famille. Je ne pars pas tant que la porte n'est pas fermée. Pour arrêter de vivre dans la peur, Zahir est passé à l'étape supérieure. Il s'est équipé d'une arme à feu qu'il a toujours sur lui. En Afrique du Sud comme en France, cela nécessite un permis. Chaque semaine, Zahir pratique le tir avec son ami Lance, assureur, et qui aime se déguiser en cow-boy. Lui aussi a été victime d'un vol de voiture à main armée. J'étais en train de sortir de mon garage quand je me suis fait attaquer par 3 hommes armés. Cagoule sur la tête. Ils ont voulu me voler mon véhicule et les clés de ma maison. J'ai résisté et il y a eu une fusillade. Et je suis heureux de vous dire que même s'ils m'ont tiré dessus à 2 reprises, grâce à mon arme, j'ai pu repousser mes 3 agresseurs. Moi, c'est mon oncle qui s'est fait assassiner. Et l'année d'avant, mon cousin s'est également fait tuer. Je ne pense pas qu'il y ait un seul citoyen dans ce pays qui puisse dire qu'il n'a jamais été victime d'une agression. Au quotidien, Zahir ne porte pas qu'un pistolet à la ceinture. Dans ma poche, j'ai ce couteau suisse. Et cette lame aussi. Elle est petite et facile à cacher. J'ai également un garrot. Ah oui, le garrot, ça permet d'arrêter l'hémorragie. Moi aussi, je suis toujours armé. Sans ça, je me sentirais comme nu et vulnérable. J'ai une ceinture noire dans 2 arts martiaux. Mais je peux vous dire une chose, je ne sortirai jamais sans un couteau sur moi et sans mon pistolet. Partout où c'est possible, je l'ai toujours sur moi. Et pourquoi ? Parce que dans ce pays, la criminalité est si élevée. Les gens se font tuer pour un téléphone portable ou un paquet de cigarettes. La situation est hors de contrôle. Et la police ne peut rien faire. Nous, les citoyens, nous devons nous occuper de notre propre protection, de celle de notre famille, de notre communauté. Le premier danger qui guette les habitants du Cap, c'est dans leurs véhicules qu'ils y sont confrontés. Ce sont les fameux carjacking, ou vols de voitures à main armée, un sport national en Afrique du Sud, en constante augmentation d'année en année. 18 000 vols de ce type ont été recensés l'an dernier. Ils ont lieu partout et à toute heure de la journée. À chaque fois, le mode opératoire est le même. Là, c'est un groupe d'hommes qui va dérober un fourgon de marchandises. De loin, les agresseurs repèrent leur proie. Ils ont bloqué la circulation, ils sortent leurs armes, le braquage dure quelques secondes à peine, et dans ce cas, les occupants des véhicules n'ont pas intérêt à résister. Sandra Fouché est une mère en deuil. Elle a récemment perdu son fils lors d'un de ces carjackings.
J'ai fait ce tatouage il y a 15 jours. Dessus, il y a l'heure de sa naissance et le cadran en bas, c'est l'heure de sa mort. Kyle avait tout juste 21 ans, tué au volant de sa voiture en plein milieu de l'après-midi. C'était il y a 54 jours et je n'ai toujours pas de réponse. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle se rend sur les lieux du crime, en plein milieu du township. On est tout proche là. C'est le début de l'après-midi. Kyle vient de terminer sa journée de travail sur un chantier des environs. Alors qu'il est sur le chemin du retour, il est pris dans un embouteillage. Ça, c'est l'arrêt de bus. La voiture de Kyle était bloquée ici. 2 gars sont alors sortis de ses abris et ils lui ont tiré dessus. Je ne sais pas s'il y a eu 1 ou 2 pistolets. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu 2 coups de feu. Il a évité le premier, mais le second tir l'a touché. Kyle a réussi à s'échapper et à prendre la file d'en face. Il a alors heurté un minibus. C'est là qu'il s'est écroulé et il est mort. Chez elle, Sandra n'a pas encore touché aux affaires de son fils. Sa sœur Sally est venue l'aider. Il y a toujours son odeur. Kyle venait tout juste de prendre son indépendance. Mais tous les week-ends, il continuait à rendre visite à sa sœur Chloé, 12 ans, et à sa mère. Ça, c'est la casquette qu'il portait quand il est mort. Je l'ai récupérée à la morgue. Cet assassinat n'a aucun sens. Kyle ne faisait pas partie d'un gang, rien de tout cela. Alors pourquoi lui? Un meurtre qui laisse une famille dévastée par le chagrin et sans grand espoir de retrouver les assassins. Dans les townships, les enquêtes n'aboutissent quasiment jamais. Le meurtre de Kyle ne sera probablement jamais élucidé. Il deviendra un simple cold case et une statistique de plus en Afrique du Sud. À l'image de Sandra, les citoyens n'attendent plus rien de leur police. Un désaveu qui s'explique par une situation devenue hors de contrôle. En sous-effectif, pas assez entraînés, les forces de l'ordre n'ont plus les moyens d'endiguer ce raz-de-marée de violence. Alors, les Sud-Africains font face à ce dilemme. Ne compter que sur eux-mêmes pour se protéger ou faire appel à des entreprises spécialisées. Pour 300 € par mois, elles fournissent un pack complet à leurs clients. Installation de caméras, patrouille mobile et surtout en cas d'urgence, une réponse armée 24 heures sur 24. Buntu Mapasa est manager d'une de ces sociétés. Tiens, reviens 3 minutes avant. Chaque matin, il fait le point sur les incidents de la nuit précédente. Les voleurs font semblant de marcher tranquillement autour des véhicules. Et s'ils repèrent quelque chose, alors avec le coude ou n'importe quel objet, ils cassent la fenêtre de la voiture. C'est comme ça qu'ils opèrent. Cette fois-ci, le suspect n'est pas passé à l'acte. Une chance pour le propriétaire du véhicule. Mais quelle que soit l'issue, mieux vaut avoir ce boîtier à portée de main. Il peut sauver bien des situations. Dans cette vidéo, par exemple, en pleine rue, l'homme au sac à dos est soudainement pris à partie par un groupe de jeunes. La main dans la poche, il a juste le temps d'activer son boîtier qui alerte instantanément les gardes aux alentours. Et par chance, une voiture se trouve dans les environs et se rend immédiatement sur place. Alors que la victime est maintenue au sol, l'employé de Buntu accourt pour neutraliser ses agresseurs. Ce bouton rouge-là a sauvé tellement de vies. Si vous êtes à l'intérieur d'une maison, par exemple, et que des gens essayent de rentrer chez vous, c'est la seule chose qui peut vous sauver.
Il faut penser que vous n'aurez peut-être pas accès à votre téléphone. Mais ce boîtier, il est directement relié à notre poste de sécurité. Buntu Mapasa a 35 ans. S'il a choisi cette profession, c'est d'abord pour le salaire. 1 200 € par mois, 3 fois plus que la moyenne en Afrique du Sud. Le salaire et l'adrénaline, car agent de sécurité privée est l'un des métiers les plus risqués de tout le pays. L'an dernier, 30 d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Si nous sommes ciblés, c'est d'abord parce que nous portons des armes à feu sur nous. Les criminels, ils ont besoin de ces armes à feu. Ils ne peuvent pas en acheter dans le commerce. Ils doivent bien la trouver quelque part. Et malheureusement, c'est à nous qu'ils s'en prennent. Buntu Mapasa ne protège pas que des particuliers. Ces derniers temps, un autre type de clientèle le sollicite, les commerçants. Car le pays connaît une vague de pillage inédite, 40 000 magasins dévalisés en quelques jours, des forces de l'ordre totalement dépassées par les événements. Et un bilan gravissime, plus de 300 morts. Dans ce contexte, l'officier de sécurité est en alerte maximale. Les gens sont paniqués. Les propriétaires de magasins ont peur pour leur commerce. Ils sentent qu'à n'importe quel moment, un groupe de gens peut arriver et piller le magasin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mike Alpha Tango. Et justement, au PC Sécurité, une alarme s'est activée. Contrôleur pour Mike. Buntu se rend immédiatement sur les lieux. Il soupçonne un vol de marchandises dans cet entrepôt. Tout m'a l'air en ordre. La clôture électrique fonctionne toujours au-dessus. Fausse alerte. Quelques minutes plus tard, son équipe l'envoie sur une nouvelle opération. Unité 1, retrouve-moi au carrefour de Moulin Road. On a un suspect qui est en fuite. Il s'agit là encore d'un carjacking. L'un de ses clients vient d'être agressé au volant de sa voiture. Les policiers sont les premiers sur les lieux. Buntu leur prête main forte à la recherche des suspects qui ont pris la fuite. C'est un vol à main armée. La police a arrêté un agresseur, mais les deux autres sont passés par le canal. Peut-être qu'ils y sont toujours. On va vérifier. Rien dans les souterrains. Buntu procède à une fouille du bâtiment voisin. Pour retrouver les fugitifs, le temps presse et ne joue pas en faveur de l'officier de sécurité. On a vérifié dans l'église, il n'y a rien, et il n'y a rien non plus derrière. À quelques centaines de mètres, la police récupère l'arme du crime. Il s'agit d'un gros calibre particulièrement apprécié par les gangsters. Ces derniers seront finalement interpellés 2 heures plus tard. Après vérification, ils appartiennent au gang le plus craint de toute la ville, qui sème la terreur au Cap, le gang des Americans. Leur quartier général, c'est cette cité à seulement 15 km du centre-ville. Mannenberg, 50 000 habitants, 150 homicides répertoriés par an en moyenne. Sur ces 3 km², pas moins de 10 gangs. Dans ce périmètre, les Americans font la loi. Après des mois de négociations, ils ont accepté la présence de notre caméra pendant 48 heures. Dans cette enclave, les membres du gang n'obéissent qu'à un seul homme, leur chef, Devon. Lui, c'est Blade, comme la lame d'un couteau. Lui, c'est Loot, il a volé beaucoup d'argent. Et celui-là, son nom, c'est Killer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime tuer. Il adore ça. C'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom. Tous ces gangsters ont braqué, violé, tué. Leur chef, Devon, 41 ans, est le plus craint de tous. Activement recherché par la police, sa tête est aussi mise à prix par tous les gangs rivaux. C'est pour se défendre. Au cas où nos ennemis décident de venir sur notre territoire. T'inquiète pas,
On a beaucoup d'armes. Il y a toujours eu des gangsters ici. Mais grâce à ces armes, on est arrivé à nous faire notre place. Maintenant, c'est chez nous. Si l'ennemi se pointe, on le bute. C'est notre territoire. Les Americans sont dangereux et réputés incontrôlables. Tu vois son front? On lui a fait ce tatouage pour son anniversaire. Surtout lorsqu'ils sont sous l'emprise des drogues. Tu vois, il y a marqué UA, Ugly Americans. On a tous cette marque. God bless America. On est né Americans, on mourra Americans. C'est pour la vie. Appartenir au gang, c'est un aller sans retour. On se défonce la tête avec ça et on se rend plus vraiment compte de quoi que ce soit. C'est bon pour eux. De la bonne cam. Et vous, vous en prenez? Non, moi je n'en consomme pas. Je m'autorise seulement quelques cigarettes et de temps en temps un peu d'alcool. J'aime bien le whisky, mais pas de drogue. Mais pourquoi? Et comment je ferais pour vendre? Ne jamais se défoncer avec sa cam, c'est la règle. C'est pour le business alors. C'est ça, le business. Devon inonde son quartier de tic, une version locale de la méthamphétamine, ou crystal meth, une drogue de synthèse ultra puissante. Ce petit morceau, il coûte moins d'1 €. Et celui-là, le long, il est à 2 €. Avec ça, en quelques mois, n'importe quel consommateur se transforme en zombie. Pourquoi vous en prenez, monsieur? Si je n'en prends pas, mon cerveau ne fonctionne pas. Je dois fumer pour me défoncer. Et combien ça vous rapporte? Combien d'argent? C'est une question trop indiscrète que tu me poses. Juste assez pour continuer, pour moi et pour les miens. Devon ne nous dira pas d'où vient la drogue, ni comment il s'en procure. Son business, c'est la vente au détail. Une tâche dont se chargent ses 2 lieutenants, Jumaine et Gennaro. C'est du tic, ça défonce la tête. Ça rend les gens fous et en colère. Quand ils te parlent, ils deviennent super agressifs. Et quand ils ont une arme sous l'effet du tic, ils veulent jouer avec. Et alors, ils font n'importe quoi. Je vais dans la rue vendre ça aux clients. Dealer est un métier à risque. Avant de grimper dans la hiérarchie, Jumaine et Gennaro ont commencé sur le terrain. Là, juste en face, c'est là que je me suis fait tirer dessus. Jumaine était là. Je me souviens, ils ont commencé à le canarder. Les balles volaient partout. Il courait devant et je vois qu'il est touché. J'ai pensé que t'allais t'écrouler, mais non, je t'ai vu. T'as continué à courir et courir, t'as réussi à t'échapper. Le dealer en garde des séquelles à vie. Il a une poche dans l'estomac. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Depuis, on a toujours des flingues sur nous. Ça, c'est le sien. Dans le gang, Dillon est un des hitman, un tueur à gages. Il revendique fièrement ses meurtres. Ce flingue, il a tué 19 personnes. Ça fait beaucoup. J'ai pu le récupérer quand je suis sorti de prison. Avec ça, faut pas me chercher, moi. Si je t'attrape, je t'explose. Dans ces townships, chaque rue, chaque bout de trottoir est le théâtre d'une guerre de territoire sans merci. Les efforts de la police paraissent bien dérisoires. Les gangsters s'entretuent pour le contrôle du trafic de drogue,
le business de loin le plus lucratif. Policier et père de famille, le commissaire Domingo patrouille ici depuis 22 ans. Chaque personne qui fait le guet au coin de la rue est forcément suspecte et peut appartenir à un gang. Soit elle a de la drogue, soit elle porte des armes à feu. À chaque fois, les policiers mettent leur vie en jeu. Cours! Ils sont en train de s'échapper! Au fond de la ruelle, les policiers viennent de repérer 2 jeunes en fuite. Une première équipe se lance à leur trousse. Je prends la voiture! Si on veut les attraper, il faut qu'on aille de l'autre côté de la cité et les prendre en tenaille. C'est bon, on les tient. Le piège des policiers s'est refermé sur les dealers. Mais avant d'être interpellés, ils se sont débarrassés de leurs marchandises. Qu'est-ce que vous cherchez là? On cherche du mandrax. Ils ont dû le balancer dans ces ordures. Du mandrax, une drogue de synthèse extrêmement puissante. Elle a la forme de petits cachets blancs. Ils le cachent dedans d'habitude. C'est bien mon chien. C'est ça qu'ils vendent, le mandrax. Ça vaut entre 3 et 4 euros le cachet. Ils l'écrasent, le mélangent avec du cannabis et le fument. Les dealers vont être emmenés au commissariat central. Ils risquent une amende, voire une peine de prison. 2 à 3 ans au maximum. Mais ici au Cap, ce n'est pas ce qui fait peur aux gangsters. Pourquoi tu vends de la drogue? Il n'y a que comme ça que je fais de l'argent. Au contraire, la case prison est considérée comme un rite de passage. En prison, s'ils agressent un gardien, ils grimpent d'un échelon. S'ils le tuent, ils continuent à monter dans la hiérarchie. Après cette première arrestation, l'unité anti-gang est de retour sur le terrain. Cette fois-ci, à Hanover Park, une cité totalement délabrée. C'est une des bases arrières de 2 des gangs les plus redoutés de la ville. Là, on entre dans le territoire des Mongrels. Et là, c'est le territoire des Américains. Vous voyez comme c'est proche. Cette route, on ne peut pas la traverser sans se faire tirer dessus. C'est encore et toujours des problèmes de territoire. Je vais les fouiller, ces gars-là. Le commissaire Domingo soupçonne ces jeunes d'être armés. Allez, écarte les jambes, toi. Tu fais partie d'un gang? T'as bu ou quoi? Et toi? Regarde. Du 9 mm. Et il est où le pistolet alors? Parle. Il est où le flingue? Pourquoi tu as ces balles sur toi? Et tu as un couteau aussi. Regarde-moi ça. Allez, on l'embarque. On va se parler au commissariat. Ces jeunes vont être arrêtés pour détention illégale de munitions. Dans le ghetto, ce sont d'abord eux, les petites mains, qui se font prendre. Ces jeunes sont utilisés pour cacher les armes en pièces détachées. Ils vendent aussi de la drogue pour le compte de leur boss. Eux par contre, les chefs, ils n'ont jamais rien sur eux. Ni drogue, ni armes. Et c'est pas un peu frustrant de se dire qu'on arrête seulement les petites mains? Ce n'est que comme ça qu'on y arrive. On attrape d'abord les dealers de rue, ils ont des petites quantités sur eux, et ensuite, on essaie de les faire passer aux aveux, qu'ils nous donnent des tuyaux sur leur chef. C'est comme ça qu'on essaie de remonter la filière pour savoir où arrive la cam. Des méthodes rarement efficaces dans leur guerre menée contre les trafiquants.
Pour Devon, le chef des gangs des Americans, ce n'est pas la police qui l'inquiète, mais les propres habitants du township. Rien ne doit troubler la bonne marche de ses affaires. Et justement, un incident vient d'avoir lieu. Viens ici, toi. Un des habitants du territoire qu'il contrôle s'est fait cambrioler. Devon met la main sur un premier suspect. Tu me le ramènes. Tu vas me chercher cette... Vous inquiétez pas, les gars. Je pense qu'on tient le coupable. Viens ici, approche. Je vais être clair avec toi. Ce qui s'est passé, ça fout la dans le quartier. Si tu me mens, si tu ne me dis pas la vérité, tu vas avoir de gros problèmes. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? L'un des lieutenants de Devon se saisit d'un marteau pour le faire parler. Ils disent que c'est toi. Finalement, l'interrogatoire ne donnera rien. Et au même moment, la victime du cambriolage arrive sur les lieux. Waouh, ils ont tout viré ici. Là, il y avait mes plaques électriques. Ils t'ont pris tes plaques aussi? Ils m'ont aussi volé mes t-shirts. Et ils ont piqué ça aussi? Oui, tout. Je vais te montrer ce qu'on va lui faire au voleur. Devon charge ses hommes de continuer leur recherche. Le cambrioleur est finalement identifié. T'es dans la merde, mon gars. C'est un des frérots qui l'a repéré près de l'autoroute et l'a ramené ici. Selon la constitution et la loi des gangsters, tu es déclaré coupable. Tu vas pas pouvoir t'en tirer comme ça. Ce n'est pas la première fois que le voleur se fait prendre. Pourquoi t'as fait ça? C'était pour ta drogue, c'est ça? Devon va laisser ses hommes de main s'occuper du cambrioleur. Car le soir, il a ses affaires courantes à gérer. T'as vu la bagnole qui vient de passer? Le long du café, là. Ça te paraît normal? Pour ne pas interrompre le trafic, il a disposé des guetteurs aux quatre coins de son quartier. Vous, c'est quoi votre rôle? Mon job, c'est de tirer sur ceux qui nous tirent dessus. Je surveille qu'il n'y ait pas d'ennemis, qu'il n'y ait pas la police. Ils font pas mal d'allées et venues. Ces trafics rapportent aux gangs entre 8 et 10 000 euros par mois, l'essentiel de leurs revenus. Vous allez voir, les gens vont commencer à sortir. Ici, ils dorment le jour et sortent la nuit. Il y a plein de gens qui vont arriver. Hey Tess, tu te mets au travail? J'ai déjà commencé, oui. Vous voyez, c'est son tour. L'autre a terminé et c'est elle qui s'y colle. Tess est l'une des seules femmes dealeuses de Mannenberg. C'est ta monnaie. Elle est également consommatrice de drogue. Merci. C'est dangereux comme boulot? Oui, c'est très dangereux. Mais il faut rester cool et contrôler sa gestuelle. Quand la police arrive et que vous êtes en panique, ça se voit. Et les filles qui le repèrent. Moi, je reste super relax. Chaque soir, elle empoche 20 euros à l'issue de ses 12 heures de deal. Au petit matin, elle est de retour dans sa cabane de fortune. C'est là où j'habite. Ça, c'est mon bébé. Mes garçons, avec leurs amis. Dans le sac, mon cœur, il y a du pain. À 29 ans, elle est mère célibataire avec 4 enfants à charge. Leur père est mort il y a 2 ans. Il s'est fait assassiner.
Alors j'ai dû me mettre à vendre de la drogue. Je sais bien que ça tue des gens. Mais au final, c'est leur choix. C'est pas moi qui décide pour eux. Ce sont eux qui l'achètent la cam. Et de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Son ami Severino a fait un autre choix. Il vit de petits boulots, tous licites, mais qui rapportent beaucoup moins d'argent. C'est pas pour moi, dealer. J'aurais trop peur d'aller en prison. Parce que c'est toujours comme ça que ça se finit. Tu peux t'en sortir 100 fois. À la 101e, tu te feras choper. Et dans ce cas-là, elle devrait y penser. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Ils ne peuvent pas me coffrer pour toujours. Avec un job normal, je serais payé quoi? 8, 10 euros par jour? Là, avec 20 euros, je peux m'en sortir et payer pour les dépenses des enfants. Tess ne craint ni la prison, ni la violence. Elle a déjà fait 4 séjours derrière les barreaux. J'ai été poignardée ici, à cet endroit. Je le cache. Et ici aussi, sur le bras. Là, cette cicatrice, c'est lors d'une bagarre avec 2 filles. L'une d'entre elles a essayé de me planter. Elle m'a touchée, mais j'ai continué à me battre. Contre des hommes aussi? Je vais te dire une chose, je peux faire tout ce qu'un homme fait. Sauf femme. À 3 rues de chez Tess, le territoire d'un gang rival des Americans, les Dixie Boys. Après le trafic de drogue, leur deuxième source de revenus, c'est le racket des petits commerces. Faisal! Oh Faisal! Ouvre mon gars! Celui qui se charge du recouvrement, c'est lui. Nour, 22 ans, l'un des leaders des Dixie Boys. Allez, lève-toi. Ouvre cette porte. Il est craint pour sa brutalité et ses méthodes expéditives. Un dimanche par mois, il fait sa tournée pour récupérer de l'argent. C'est 30 euros. Tu sais pourquoi tu payes, non? 30 euros par mois, c'est le prix de la soi-disant protection offerte par les gangsters. Faut pas avoir peur comme ça. Mais pourquoi t'as mis autant de temps à ouvrir? Tous les commerçants du quartier y passent, les uns après les autres. Je paie parce qu'ils assurent notre protection, de moi et de mon business. Il se passe tellement de choses dans ce quartier. Il faudrait pas que tes affaires soient impactées, n'est-ce pas? Tu te sens bien en sécurité avec nous? Ah mon pote. Récemment sorti de prison, Nour impose son autorité et ses méthodes. Malheur à celui qui se trouve sur son passage. Et justement, une nouvelle le contrarie. Il y a un gars à moi. C'est ce qu'il a fait. Il allait dans un commerce. Il a récupéré de l'argent pour nous et il s'est barré avec. Je viens de l'apprendre. On va lui mettre une raclée. Je sais qu'il est dans le coin. Allez, Danger, dépêche-toi. À chaque expédition punitive, Nour convoque son homme de main. Lui, c'est mon lieutenant. On l'appelle Danger, comme danger. Dans le gang, lui, c'est notre principal tireur. On va s'occuper de ce gars. Parce qu'il pense qu'on joue peut-être, qu'on est des rigolos. Putain, je vais me le faire. Je vais te avec ça. Allez, fous-toi à terre, mec. Tu connais les règles. Tu sais ce qu'il t'arrive quand tu ne les respectes pas. Allez, à genoux. Les gangsters s'en tiendront à un passage à tabac. La victime peut s'estimer chanceuse. La prochaine fois, on... Ça, c'est son dernier avertissement.
On n'a pas voulu lui faire trop de mal. Parce qu'il s'est déjà fait tirer dessus pas mal de fois. Là, regarde les cicatrices sur son ventre. Et s'il continue à faire le con, la prochaine fois, on lui pardonnera pas. Dans les rues de Manenberg, il y a un autre business qui se fait à l'abri des regards. C'est l'affaire de Rachid, l'un des plus vieux membres des Dixie Boys. En apparence, il tient ce garage. C'est une super couverture. Mais dans l'arrière-salle, c'est une toute autre histoire. 4 prostituées travaillent pour lui. Elles lui versent d'abord un fixe pour l'utilisation des chambres. Combien elles doivent vous ramener chaque mois? 80 €. Et sinon? Sinon, elles me les doivent. Le proxénète empoche aussi la moitié de ce que les filles gagnent après chaque passe. C'est bon? Oui. Merci. Soit 4 €. En Afrique du Sud, la prostitution est un crime passible d'une amende de 350 € et d'une peine qui va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. L'argent généré par les prostituées va directement dans les caisses des Dixie Boys. Ils s'en servent pour acheter des armes et pour étendre toujours plus leur territoire. Ce quartier, c'est une bombe à retardement. Ça peut péter à n'importe quel moment, on peut tous se faire tuer ici, en une fraction de seconde. Nour lorgne sur les barres d'immeubles voisines. Elles sont toutes sous le contrôle d'un autre gang rival des Dixie Boys, les Hard Livings. Pour le moment, les deux bandes observent une trêve. On a tous grandi ensemble. Mais eux, c'est des vrais connards. On se tire dessus de ce côté-là. Là, c'est chez eux. Et ce coin, ça, c'est chez nous. C'est notre territoire ici. Pour déclencher la guerre, il suffit souvent d'une petite étincelle, un mot de travers, une provocation. Vous voyez où Danger se trouve là-bas? En rouge. S'ils le voient, ils vont aller chercher leur flingue. Il va où là? Danger! Reviens! Qu'est-ce que tu fous? Ce mec, c'est comme un pitbull. Quand tu lui enlèves la laisse, il y va direct. Son boulot, c'est de tuer tous les jours. Une provocation sans conséquence, pour cette fois. Je m'en fous d'eux. Je vais sur leur territoire si j'en ai envie. S'ils me cherchent des emmerdes, je vais leur montrer qu'on n'est pas là pour déconner. En mars, des règlements de compte ont éclaté à Manenberg, faisant 14 morts et 10 blessés graves. Comme d'habitude, ils ont eu lieu en pleine journée. À la vue de tous. La police, impuissante, n'a rien pu faire contre ce déchaînement de violence. Quand il y a des affrontements, les gangsters s'en foutent. Les enfants peuvent se faire tirer dessus quand ils vont à l'école, et quand ils reviennent, ils se font aussi tirer dessus. Et dis-leur aussi pour les petits. Oui, les petits, ils commencent en jetant des pierres, et après, ils rejoignent des gangs, et ils se mettent à tirer avec des flingues. À Manenberg, la relève est déjà assurée. Ces enfants ont entre 6 et 14 ans et ont formé leur propre bande. Ici, les gens ils viennent pas comme ils veulent. C'est chez nous. On occupe le terrain et on s'appelle les Vikings. Leur leader, 15 ans, a déjà commis l'irréparable, ses premiers homicides. Lui, c'est le leader. On l'appelle Pro. Il est comme un professeur dans la rue. J'aime bien sa manière de liquider les gens et la manière dont il se comporte. Il trace sa route.
Je les appelle les New Kids on the Block. Ils sont bien meilleurs que nous. C'est ça la nouvelle réalité du ghetto. Face à des gangs de plus en plus jeunes et de plus en plus dangereux, certains citoyens ont décidé de prendre les choses en main. Faire le travail que la police ne fait plus selon eux. Lynn Phillips est enseignante et membre d'une milice citoyenne extrêmement organisée. Ça, c'est un fusil. Et ça, c'est un canoncier. Et là, les munitions qui vont avec. Je le reconnais, c'est assez intimidant. Mais les gars en face, ils sont bien mieux armés que nous. Et ce n'est pas avec un bâton et une bombe de poivre qu'on va y arriver. Fondée il y a 2 ans, la milice compte déjà 32 membres bénévoles. Le plan aujourd'hui, c'est qu'on se déploie partout avec nos véhicules. On va quadriller toute la zone. Tous ont reçu une formation militaire. Nos membres viennent de toutes les couches de la société. C'est la lutte contre le crime qui nous rassemble. Au final, nous sommes de simples citoyens sud-africains, tous bénévoles. Nous ne sommes pas payés pour ça. Nous le faisons pour notre communauté. Ils ont acheté leur équipement eux-mêmes, plusieurs milliers d'euros chacun, pour se protéger lors de leur patrouille. Surtout quand la nuit tombe sur les townships. On arrive dans une zone ultra dangereuse. C'est un champ de bataille. Pour moi, le plus triste, ce n'est pas que les gangsters se fassent tuer, c'est que ce soit des innocents qui meurent. La plupart des gens n'ont pas d'autre choix que de vivre ici, dans le township, et ce sont eux qui se font tuer. Les victimes collatérales des gangs, c'est pour elles que Lynn et ses hommes patrouillent. Ce sont les personnes les plus vulnérables, des enfants, des personnes âgées. Certaines se sont regroupées en comité de quartier. Elles alertent la milice dès qu'il y a un incident. Il y a un homme qui vient de se faire voler au coin de la rue. 2 gars sont arrivés depuis le terrain vague et ils l'ont dépouillé. Malheureusement, on n'a pas pu les rattraper. On a sifflé comme on a pu et avec nos torches, on a vu les voleurs courir dans l'obscurité. Ces femmes n'ont pratiquement rien sur elles. Un gilet, un sifflet. C'est ça leur protection et la foi dans ce qu'elles font. Plus on est nombreux, mieux c'est. Il n'y a qu'à pied qu'on peut connaître le terrain, mais il faut rester vigilant. Oui, on nous a déjà envoyé des cocktails Molotov. Il y a des jours avec, des jours sans. On a eu quelques mauvaises expériences. Ce soir-là, les choses dérapent. Alors que la milice s'est déployée ailleurs, le comité de quartier est pris à partie par une bande de jeunes. Ils nous ont jeté une bouteille dessus. Et ils nous ont dit qu'ils allaient nous tirer dessus. C'est pour ça qu'on a appelé la milice. L'équipe de Lynn intercepte les jeunes et procède à leur fouille. Il a un couteau! Un couteau! Tous sont en possession d'armes blanches. Tu bouges pas! Qu'est-ce que tu fous? Recule! Arrête un peu ton cirque, je t'ai à peine touché. En flagrant délit, Lynn a le pouvoir de les arrêter et de les remettre aux autorités. On peut déjà l'embarquer pour détention d'une arme dangereuse. La plupart du temps, je prie pour que ce soit un pistolet. Parce que ça veut dire que c'est une arme à feu de moins qui circule dans cette ville. L'an dernier, Lynn a saisi plus de 1200 armes au cours de ses patrouilles. Des milices comme celle-ci, il y en a plus d'une 50aine au Cap. Elles rendent un immense service aux policiers qui patrouillent de nuit. Comme ce soir-là, l'inspecteur Wayne Williams, chef de cette unité. Parmi les secteurs les plus dangereux, Khayelitsha, où 2 millions de personnes s'entassent dans ce township, un véritable coupe-gorge. Il y a un pic d'homicide en ce moment.
Juste ce mois dernier, il y a eu environ 30 meurtres. Il y a quelques semaines, on a eu 17 meurtres d'un coup, en une seule soirée. Au bout de la rue, l'inspecteur Williams vient de repérer quelque chose. Allez les gars, on y va, on sort. À pied, les policiers sont beaucoup plus vulnérables. Depuis ses débuts, l'inspecteur Williams a perdu 2 de ses coéquipiers, abattus par des gangsters, alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ce coin-là est extrêmement dangereux. Tout peut arriver ici. Là, vous pouvez vous faire tirer dessus? Oui, à n'importe quel moment. C'est pour ça que je suis toujours l'arme au poing. Il s'est cassé. Il a couru par là. Allez, viens, on rentre. Faut avoir des nerfs d'acier pour travailler ici. Dès que les criminels nous voient, ils s'enfuient. Et dans ce labyrinthe, c'est très difficile de les rattraper. Dans les townships, les criminels jouent à domicile. Les policiers se replient. Très vite, ils reçoivent un appel radio. Et il vient de se passer quelque chose, donc on va aller voir. Cette fois-ci, les policiers sont envoyés sur un double meurtre. Il a eu lieu à l'intérieur de cette maison. Il y a quelqu'un qui pleure, non? C'est un membre de la famille. Sûrement la mère. À ce stade, l'inspecteur Williams ne sait pas s'il s'agit encore d'un règlement de compte entre gangs. Toutes mes condoléances, monsieur. Je viens de parler au papa de la victime. Il est dévasté. Les voisins me disent qu'ils ont entendu des coups de feu, mais qu'ils n'ont rien vu. L'inspecteur ne peut compter sur aucun témoignage pour l'aider dans son enquête. Les gens ont juste peur pour leur vie. S'ils parlent, les gars qui ont fait ça, ils vont revenir. Et ils vont venir les chercher. Comme d'habitude, les gens meurent tous les jours et il n'y a jamais de témoins. Personne ne voit jamais rien. 2 morts ce soir à Khayelitsha. 9 homicides au total cette nuit-là. Triste chronique d'une soirée ordinaire au Cap, l'une des villes les plus dangereuses du monde.